pourrait-tu dire, Daniel, en attendant des livres, on pourrait-tu dire que l'autonomie de façon absolue, ce serait la conscience qui retourne à son origine? Mais la conscience qui retourne à son origine, ça veut dire la conscience va finir par être inconsciente. Même si l'homme est déjà inconscient, il n'est pas son origine, il y a une conscience qui se croit conscient. Une illusion. Donc la question se pose là, on pourrait en faire une conférence complète. Fait que, lisons les questions à la place. Okay, on y est. Toujours intéressé d'aller aux côtés, ça. Bon. Lorsque soudainement tous les sens ne reçoivent plus que rien que du physique, attends un petit peu. Qu'il n'y a pas de pensée et pas d'ego, simplement le fait d'exister. Quel est cet état de conscience? Bon, il faut bien faire attention avec l'idée même d'exister, être ici maintenant. Lorsque soudainement tous les sens ne reçoivent plus rien du physique, le physique n'existe plus, qu'il n'y a pas de pensée et pas d'ego, simplement le fait d'exister, quel est cet état de conscience? Si cet état de conscience est mémorisé, expérimenté, si l'être qui le vit est conscient qu'il le vit, pendant qu'il le vit, il ne vit qu'une illusion. Parce que s'il est conscient qu'il vit un état pendant qu'il vit, il y a donc pensée, prise de conscience de ce qu'il vit, donc captation des sens physiques, même s'il ne le croit pas ou même s'il ne le sait pas. L'être qui se rappelle avoir vécu, mettons par exemple, vous vivez 10 minutes dans un état, disons, réel, sans mémoire, et qu'après ça, vous vous réveillez, disons, puis vous vous rappelez avoir vécu quelque chose que vous ne pouvez pas aller mettre de nom dessus, ben vous étiez simplement dans un état qui est l'état recherché par l'être qui évolue. C'est un état qui n'a pas de souffrance, qui n'a pas de douleur, et c'est un état non plus s'il est bien l'état que je parle, c'est un état qui ne vous laissera pas mourir si l'extérieur devient dangereux. Vous êtes dans cet état-là, dans votre tour en train de conduire, cela n'entraînera pas de risque au chauffeur ou au passager, vous n'aurez pas de risque d'accident parce que vous arrivez dans un état comme ça, même si vous conduisez. Sinon, cet état, s'il est dangereux, c'est un état qui est une prise de conscience dans l'astral, dans la mémoire planétaire, de quelqu'un qui a déjà vécu un état similaire. Alors, ce qui fait que si ça l'arrive complètement, il n'y a pas de pensée, c'est normal parce qu'il n'y a plus de mémoire, la mémoire ne peut plus venir à la conscience, donc si la mémoire ne vient pas à la conscience, l'homme ne peut plus penser, il n'y a pas de pensée, on pense que ce qu'on connaît, et il n'y a plus d'ego, plus de mémoire, plus d'ego, on ne peut pas s'identifier. Je ne peux pas dire je suis telle chose, j'ai rien, donc je ne m'identifie plus. Je suis dans un état qui est proche de l'état d'être-té immédiate, un état qui se rapproche du contact supramental si, évidemment, l'homme n'est pas en danger parce qu'il est dans cet état. S'il est en danger, c'est-à-dire que si je peux arriver en arrière de lui, donner une claque derrière la tête, ben il est dans un état qui est une illumination spirituelle, typique des illuminations astrales, donc il est dans un état dangereux pour sa psychologie, pour ce qu'il va croire après, et pour son physique s'il arrive quelque chose. Sinon, je vais m'approcher de la personne, il va même être capable, sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ego, il n'expérimente pas par la mémoire, il expérimente par l'authenticité, il va être capable, bien avant que j'approche de lui, de me parler, de se retourner, puis il va pouvoir prévoir tout ce que je vais faire de toute façon. Il n'est pas un Dieu, il est un être normal, humain, qui arrive dans un état normal, un état que l'homme va lentement finir par acquérir. Une autre question ici. Un pays peut-il être autonome? Si on regarde, je sais pas, moi, comme Berlin, tu vois, il y a un mur, puis si tu franchis un pas, tu te fais tuer. Je veux dire, c'est le contraire complet de l'autonomie, si tu veux. Mais un pays, idéalement, pourrait-tu être autonome? Un pays, dans l'utopie, peut être autonome. Si, évidemment, il est
habité par des êtres autonomes. Sinon, le pays est autonome par rapport à l'extérieur, mais quel pays est autonome par rapport à l'extérieur? Pas l'URSS. Parce que pourquoi ils ont tant d'espions partout sur la planète? Ils ne sont pas autonomes. Pas les Américains. Les Américains ont besoin de pétrole. Les Américains ont besoin de la science canadienne. Les Américains ont besoin d'immigrants. Les Américains ont besoin de pays pour essayer leurs armes. Les Américains ne sont pas autonomes. L'autonomie d'un pays voudrait dire qu'ils sont capables de détruire le reste de la planète, si on parle réellement d'égrégore national, pour être sûr que les autres pays ne viendront pas chez eux, sinon c'est plus autonome. Et cela veut dire qu'ils ont absolument besoin de rien, ni en sciences, ni en psychologie, ni en éducation, ni en médecine, ni en quoi que ce soit de l'extérieur. Et ça n'existe pas, et ça ne se peut pas, et ça ne se pourra pas non plus, parce que l'intelligence qui régit l'évolution des nations va l'interdire, parce que présentement, les nations sont obligées d'exporter des contingents humains et d'en importer, on appelle ça des migrations, pour pouvoir obliger l'homme du pays à se mélanger avec les autres races, pour pouvoir faire en sorte que ce qui est présentement dans le corps physique et dans le corps vital, etc., jusqu'au mental, le plus évolué, puisse apparaître chez des enfants. Donc, les guerres ont forcé l'humanité à se mélanger, ce qui était très bon, et présentement, aucune nation ne pourra devenir autonome. La planète Terre deviendra un jour autonome, et pour qu'une nation devienne autonome, il faudra que la nation s'étende à l'échelle de la planète. Sinon, elle ne sera pas autonome. Et pour qu'une nation s'étende à l'échelle de la planète, il faudra que énormément d'individus soient complètement autonomes. Donc, étant autonomes, ils ne seront plus assujettis à leurs désirs. Cela veut dire qu'ils pourront gouverner, non pas à partir de leurs désirs, à partir du fait qu'ils veulent créer l'État qui oblige ce gouvernement-là, ce qui est l'État actuel de nos gouvernements. Alors, donc, ils pourront gouverner à partir d'une façon mentale ou supérieure au mental, supramentale, c'est-à-dire intelligente. Ils seront conséquentiels dans leur gouvernement. Alors, présentement, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de pays qui est autonome, et il n'y en aura pas non plus. Quelle est la pensée essentielle à entretenir pour être en mesure de développer et exprimer une énergie, une magie qui crée ce qui est essentiel pour chacun de nos natures lunaires, je crois? Bon, quelqu'un qui parle comme moi, tout mélangé. Mais c'est clair. Très clair. Bon, premièrement, on n'a pas de pensée à entretenir, parce qu'on est dépendant d'un phénomène pensée, ce qui fait que la pensée étant manipulable facilement par l'extérieur, tout à l'heure on a fait l'expérience, je vais donner une bêtise, puis il y a eu des réactions. Alors si vous étiez en train d'entretenir cette pensée et que je dis quelque chose, ça peut balayer la pensée, c'est trop dangereux. On n'a pas à entretenir une pensée. Par contre, on doit exprimer quelque chose. C'est différent. Entretenir une pensée, cela veut dire amener une énergie, la conscientiser suffisamment pour pouvoir y mettre un mot et ne pas l'exprimer. Exprimer l'énergie ne veut pas nécessairement dire y penser avant. Ce n'est pas nécessaire de prendre l'énergie, de l'arrêter au niveau du mot pour l'exprimer après. On peut prendre l'énergie et l'exprimer directement. Une personne qui fait une peinture ou une personne qui sculpte, une personne qui crée, une personne qui invente, n'arrête pas toujours au niveau de sa pensée. Elle le fait. Et lorsqu'elle arrête au niveau de sa pensée, c'est lorsqu'elle ne le fait pas, lorsqu'elle est aux toilettes, lorsqu'elle réfléchit, lorsqu'elle marche, lorsqu'elle n'a pas l'outil pour pouvoir le faire, alors automatiquement, l'énergie s'arrête au niveau de la pensée où il sera mémorisé pour être exprimé ensuite. On n'a donc pas de pensée à susciter, à entretenir ou à nourrir. La morale, les religions organisées vont souvent demander à l'homme, à la femme, d'entretenir des pensées de paix. Entretenir des pensées de paix veut dire entretenir la peur de la guerre. Et entretenir la peur de la guerre veut dire trouver un moyen pour régler cette peur de la guerre. Pour régler la peur de la guerre, on détruit l'ennemi. Donc on rentre en guerre. Alors ce qui fait qu'on n'a pas de pensée à entretenir parce qu'on ne se libère pas, on reste encore assujetti. On exprime une énergie, une magie qui crée ce qui est essentiel pour chacune de nos natures humaines. Alors, évidemment, ce qui était essentiel pour ma nature, parce que la nature des autres, de toute façon, je ne pourrais pas la trouver. L'homme qui
veut arriver à évoluer doit travailler pour lui. Et travailler pour lui veut dire, évidemment, travailler pour que tout ce qu'il a besoin puisse apparaître. Et l'homme, s'il veut évoluer convenablement, a besoin de l'extérieur. De ce fait, il devra donc travailler pour lui en fonction de l'extérieur. De ce fait, il travaillera apparemment pour les autres. Et je dis bien apparemment. La personne qui se voue aux autres, c'est un imbécile. La personne qui se voue aux autres parce qu'elle en a besoin, une personne intelligente. Entre les deux, on a la personne hypocrite, la personne égoïste, la personne manipulatrice, qui un jour, karmiquement, va payer pour. Mais si on regarde le Nazaréen, il n'a pas rien fait pour l'humanité. Ça l'a donné un résultat chez l'humanité, mais il l'a fait pour lui. Et il a traversé ce qu'il avait à traverser, ce qu'il avait expérimenté pour lui. Et moralement, on a enseigné qu'il l'a fait pour les autres, parce que son message, supposément, était « aimez-vous les uns les autres ». Et l'amour que le Nazaréen a enseigné n'était pas un amour psychologique. Parce que dans l'amour psychologique, l'homme ne peut pas aimer ses ennemis. Il peut haïr ses ennemis. Aimer ses ennemis, c'est se rapprocher de ses ennemis. Et ce n'est pas la même chose que de tomber en amour avec ses ennemis. C'est impossible. Le Nazaréen n'a pas enseigné un amour psychologique, mais on a transmis par après l'amour seulement au niveau du plan psychologique et non plus au niveau du plan mental, du plan physique, du plan vital. Et l'homme s'épuise dans l'amour physique, dans l'amour psychologique, et il bannit l'amour vital et l'amour mental. Donc, on exprime une énergie pour soi, et c'est normal. L'énergie va s'exprimer et elle va donner le résultat chez autrui. Mais moi, je n'ai pas commencé à régir vos mémoires pour savoir ce que vous allez faire avec mon énergie. Je travaille pour toi, je peux t'aider? Non. Là, c'est moi qui mange une claque. Mais si je travaille pour moi, je peux t'aider? Non. Pas aucun problème, moi, aller voir un autre. Mais là, je mange pas de claque, je travaille pour moi. Mais si je veux faire pour un autre, supposément, je veux le faire pour l'autre parce que ça me plaît, donc je le fais encore pour moi, mais je risque d'en souffrir. Alors, donc, on le fait parce que c'est intelligent d'être fait. Pas parce que moralement, c'est supposément ou socialement. Dans la société, il faut faire certaines choses sociétaires. Pas parce que tu as une contravention, tu le fais pas. Pas parce que tu te fais chialer, tu le fais pas. Parce que c'est intelligent que ce soit fait. Et si tu le fais parce que tu es manipulé à le faire, ben, si tu n'as pas d'intelligence, on est obligé de te manipuler. Mais si tu as l'intelligence pour comprendre à un moment donné les mécanismes, ben arrête de le faire parce que tu comprends pas, parce que tu as peur. Fais-le parce que tu es intelligent ou fais-le pas. Donc, l'homme va arriver à pouvoir exprimer l'énergie lorsqu'il exprimera l'énergie. Et pour exprimer l'énergie, ben, l'homme exprime toujours une seule forme d'énergie à la fois, malgré que deux formes d'énergie se luttent en lui. Il exprime une énergie psychologique émotive ou une énergie intelligente. Donc, une énergie émotive ou une énergie intelligente. L'homme qui veut arriver à la fin de cette question devrait donc observer quand il exprime une énergie et quelle est la nature de cette énergie. Si c'est une énergie intelligente, l'énergie intelligente pourra permettre l'expression de l'émotion. Mais si l'émotion n'est pas pour perturber le mental de celui qui exprime ou l'extérieur, j'exprime une émotion lorsque c'est intelligent. Je vais flatter mon chien, je vais parler à mon enfant, je vais réconforter quelqu'un, c'est émotif ce que j'exprime, mais c'est intelligent de l'exprimer. Mais lorsque j'exprime une émotion, parce que l'extérieur vient chercher l'émotion en moi et me force à l'exprimer, une émotion de dégoût, une émotion de plaisir, une émotion de malaise, ben là, c'est pas correct. Donc, le mental devra le faire. Et si la personne, elle arrive à être suffisamment mentale, donc elle peut observer lorsqu'elle exprime une énergie, si l'énergie, elle est mentale ou émotive. Si elle est émotive, juste le fait de l'observer, elle la détruit. Et si elle est mentale, juste le fait de l'observer, elle l'énergise. L'observation est faite par le mental. Donc, si le mental observe,
Le mental prend plus de place dans la conscience, donc il s'énergise. L'émotion, lorsqu'elle est observée, elle est détruite. Et lorsqu'on détruit une émotion, c'est parce que l'émotion n'a pas d'intelligence. L'émotion n'est pas intelligente et elle ne devrait pas être exprimée. Lorsque j'ai une émotion, j'observe. L'émotion, je la vois, et si c'est le mental, d'ailleurs, si j'observe c'est le mental, automatiquement, je verrai le résultat de mon expression d'émotion à l'extérieur et chez moi. Si c'est intelligent et bénéfique, l'émotion continue à exister même si j'observe, parce que le mental va l'entretenir. Si l'émotion est nuisible, négative ou neutre, l'émotion disparaît. Et là, on n'a plus besoin de contrôler son émotion, c'est-à-dire d'opposer à l'émotion une autre émotion pour l'écraser, et la lutte entre celui qui pense qu'il ne devrait pas être colérique et la colère, la lutte dans l'homme qui crée un nouveau conflit chez l'homme, n'aura pas raison d'être. La colère apparaît, t'observes et elle disparaît. Il n'y a pas de contrôle à faire. Et tu es mental. Là, automatiquement, tu arrives à exprimer l'énergie. L'énergie humaine, c'est l'énergie émotive. L'énergie humaine, elle est enregistrée dans l'astral de la planète, sur une cassette ou n'importe où, dans ta mémoire, et l'énergie mentale, elle est enregistrée dans la même région. L'énergie supramentale n'est pas enregistrée sur la planète. L'homme qui exprime une énergie, l'homme qui exprime une énergie mentale, c'est une énergie qui est en relation avec l'énergie non planétaire ou supramentale, donc automatiquement, il devient autonome de la planète pour devenir assujetti aux énergies supérieures. L'homme reste assujetti, mais présentement, que vous soyez assujetti ou non à la planète, vous l'êtes aux énergies supérieures. Donc, le fait d'observer simplement, et observer, ce n'est pas un effort du mental. Au début, on doit peut-être prendre connaissance que l'on doit observer, mais s'observer, ce n'est pas ni juger, ni critiquer, ni condamner, ni accréditer. C'est observer. J'observe le verre, il n'est ni bon, ni laid, ni quoi que ce soit, je l'observe. L'observant, je le connais réellement. Je renais en même temps que lui. Je nais avec, je le connais ou je connais avec. Lorsque je le connais, je vois sa naissance, sa vie et sa mort. Lorsque je suis émotif et que je n'observe pas, je ne peux pas connaître l'émotion. Je ne peux que vivre l'émotion. Et lorsque je vis l'émotion, je m'en sépare. Vous êtes en colère, mentalement, vous n'êtes plus là. Vous êtes séparés. Vous n'êtes plus reliés que les énergies intelligentes parce que la vibration du mental est baissée par l'expression de la colère qui est une énergie émotive ou astrale. Donc, le mental pouvant être relié aux énergies supérieures voit son taux d'énergie diminuer, coupe le contact avec l'énergie supérieure, est coloré, manipulé par l'énergie astrale qui continue à baisser son taux vibratoire, et mentalement, je ne raisonne plus, je suis en colère. Je suis la colère. Lorsque j'ai peur, je deviens la peur. Je ne peux plus raisonner. Et si j'observe, automatiquement, le mental garde sa place, parce qu'il y a observation, je vois tout dans l'émotion, je connais l'émotion est absurde. L'émotion n'est pas absurde pour quelqu'un qui pense émotivement. Mais l'émotion est absurde en maudit quand, parce que vous avez une émotion, vous avez un accident, ou vous vous chicanez puis vous entretuez, vous vous séparez, vous chicanez votre enfant un peu trop, vous perdez votre emploi, l'émotion n'est réellement pas géniale. Mais l'émotion n'est jamais de façon géniale, elle n'est jamais intelligente, elle a certaines utilités, mais elles peuvent être utiles seulement si elle est permise par le mental. Et le mental, c'est vous. Vous n'êtes pas avec des émotions, vous êtes aussi de l'intelligence. Donc, l'homme qui s'observe laisse une place dans la conscience pour le mental. Observant, il connaît l'émotion, il en voit l'absurdité. Crime, il fait beau, puis j'ai peur. C'est niaiseux. J'ai plus peur. Tant que j'observe. Et lorsque j'observe, je peux réagir. Lui va avoir peur, mais c'est son affaire. Sauf s'il s'observe. Mais s'il s'observe, il ne me fera pas peur non plus. Mais c'est intelligent.
Alors, ce qui fait que, observant, l'émotion disparaît si elle n'a pas de raison d'être, puis le mental prend la place. Je comprends l'expérience, je ne fais pas que la vivre, l'expérience. Vous vivez plein d'expériences, 5 ans après, vous voulez essayer de les faire remonter dans votre conscience, les revivez là, les observer. Mais vous observez un mélange de l'expérience avec tout ce qui est rentré par après. Vous ne pouvez pas vous rappeler exactement de tous les feelings, les énergies, tout ce qui s'est passé lors de l'événement. C'est dans l'instantanéité de l'événement que l'on doit s'observer. Et là, on devient efficace. Là, on se rapproche de l'état d'être, ici et maintenant, et de l'état d'expression d'une énergie mentale ou supramentale intelligente, immédiate, sans problème humain. On n'est plus des humains, on est des surhumains. On a peur d'être surhumain, on a peur de ne plus être humain, mais on veut tous devenir surhumains. Mais à un moment donné, il faut faire la part entre un et l'autre. On veut devenir Dieu, mais on veut rester humain. Mais Dieu, il est un ou l'autre. Enfin, vous allez être humain ou Dieu. Du même auteur ici, être autonome n'est-ce pas être créateur, et créateur n'est-ce pas être Dieu? Disons que Dieu, on pourrait le définir énormément par plusieurs concepts, par plusieurs idées. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'être autonome, cela ne veut pas dire être créateur dans le vrai sens, mais cela veut dire exprimer, sans coloration, l'énergie créatrice ou l'énergie intentionnelle. On devient créateur par rapport à l'extérieur. Donc, si on peut parler de Dieu, ben oui, Dieu passe en toi et se sert de toi pour créer. Mais c'est pas toi qui décide, je parle au nom de Dieu. Mais là, c'est plus Dieu qui parle, là, c'est toi qui décide que c'est lui qui dit ça. Alors, je crée au nom de Dieu, je tue au nom de Dieu, je sauve au nom de Dieu. Là, c'est plus Dieu pas tout. Alors, il y a un gros danger, mais une chose qui est certaine, si tu es autonome, tu es détaché, ce que tu vas faire va être automatiquement donné par l'intelligence supérieure. Tu peux l'appeler Dieu. Elle a déjà été appelée Saint-Esprit, elle a déjà été appelée plusieurs autres noms, il n'y a aucun problème. J'ai manqué une chance de connaître, je vais revenir. Quand tu expliquais ce vers-là, ça me fascine, là. Tu dis naître puis connaître ce vers-là. Tu pourras-tu expliquer encore plus, à l'instant présent, ce serait quoi connaître ce vers-là? Bon, je vais expliquer de manière assez facile. Le temps, c'est une illusion, et pour arriver à connaître quelque chose dans la réalité même de l'objet, de l'événement, on ne doit pas se référer à nos mémoires. Si tu regardes l'objet, tu vois avec tes yeux un point de l'objet, et tu devras faire le tour et observer plusieurs points pour réussir à recréer l'image dans ta conscience mémorielle. Donc, pour recréer l'image, tu devras assembler suffisamment de particules de l'objet, donc tu devras les mémoriser, et une fois que tu en auras suffisamment mémorisé, tu pourras dire « je vois le verre ». Mais tu ne vois que la mémoire du verre. Et si, en même temps que tu regardes le verre et que tu mémorises les particules, tu fais des relations dans ta mémoire. Les bordures brunes, c'est beau. Tu colores déjà le verre. Les petites fleurs dessus sont laides. Tu colores déjà le verre. Il est assez grand, il est trop petit. Tu fais des relations. Puis ça se fait rapidement. Presque instantanément. C'est pour ça que l'homme croit que ce qu'il voit ou ce qu'il connaît est instantané. Mais c'est faux. Il y a juste le temps que la lumière prend à te l'apporter, c'est déjà du temps perdu. 300 000 km à la seconde, entre 3 pieds ou 2 pieds et demi, ça paraît de l'instantanéité, mais c'est du passé que tu perçois. Et le temps que c'est transformé en énergie électrique, amené à ta conscience, etc., transformé en énergie, il y a du temps. Tu vois le verre, mais il est déjà coloré. Tu vois le visage de quelqu'un et tu as le goût de lui parler, tu n'as pas le goût de lui parler, tu le trouves laid, tu rappelles quelqu'un, tu rappelles personne. Bon, tu vois et tu mélanges déjà la connaissance avec ta mémoire, tu ne peux connaître. Si j'appelle le mot « je », alors je dis « j'y », c'est tout du passé. Et l'autre lettre, même si on peut penser que je vais la dire, elle n'existe pas. On dit c'est l'avenir. Mais l'avenir, c'est quoi? Si je ne la dis pas, c'était pas l'avenir.
Si je la dis, c'est de l'avenir. Personne ne peut le savoir. On peut dire, ah, il va le dire ou il ne le dira pas. C'est la même chose pour n'importe quoi. Si je prends de l'eau et j'en verse, on devrait s'imaginer qu'elle va tomber. Mais on s'imagine ça à partir de l'expérience. Et si je suis capable de transformer les lois matérielles pour que l'eau monte au lieu de descendre, l'avenir était différent. Mais l'avenir de tout le monde est resté le même. Et là, oh, stupéfaction, un miracle. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est simplement parce que la réalité ne fit pas avec ce que tu as en tête. Parce que l'expérience t'enseigne que c'est toujours ça. Puis vu que la réalité est plus avec ce que tu pensais, miracle. Bon. Alors, ce n'est pas rien d'autre. J, mais le J n'existe plus. Il n'a même jamais existé. Quand est-ce qu'il existe? À quel instant êtes-vous capable de percevoir la molécule d'eau qui tombe? Vous voyez de l'eau tomber? Mais quand est-ce que vous pouvez fixer dans le présent l'eau qui coule? Vous ne pouvez pas. Vous englobez une quantité d'eau et vous appelez ça le présent. Mais la particule d'eau elle-même, quand est-ce que vous la fixez dans le présent? La molécule de l'eau qui tombe, même la goutte. Vous n'êtes pas capable de la fixer dans le présent. Je bouge la main. Quand est-ce que vous pouvez percevoir le présent du mouvement? Quand? Il y a un avenir, il y a eu un passé. Quand est-ce que vous percevez le présent? Pas dans une seconde. Une seconde, c'est long. C'est-à-dire qu'il y a des millions de vibrations du radium dans une seconde. Il y en a du stock dans une seconde. Je bouge la main et quand est-ce qu'on trouve le présent? Mais si à un moment donné, on regarde la main et qu'il n'y a plus de pensée, qu'il n'y a plus rien, tu connais la main. Tu vas dire, oui, mais j'expérimente rien. Non. Mais si à un moment donné, tu regardes, et je ne parle pas de ne plus percevoir la main, on appelle ça de l'hypnose. Tu es totalement éveillé et tu observes la main. Si la main vient vers ton visage, tu vas être suffisamment apte pour réagir à temps pour la bloquer. Mais sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas observer dans ta mémoire où la main était, tu vas prévoir où elle va aller et tu vas appeler ça le présent. Et si je fais ça, ça reste dans ton concept le présent, mais le présent, il n'y en a pas. Tu regardes ta montre et à chaque millième de seconde, ce que tu perçois est différent. Et toi, tu mémorises ce que tu perçois, tu as donc l'idée d'une continuité. Tu vois le verre, et si tu le regardes, tu as l'idée d'une continuité. Pour vérifier encore mieux la continuité, prends ta tête, regarde d'un bord, tourne. Tu as tout vu. Tu n'as rien mémorisé. Ça a-tu existé? Tu peux même pas rien voir. Parce qu'il n'y a pas de mémorisation, ce qui t'ôte l'idée de la continuité, donc tu te rends compte que le temps n'existe pas. Le temps existe seulement parce que tu le mémorises. Mais quand tu prends une bobine de film, il y a une heure dans la bobine, mais elle existe maintenant. Dans ta mémoire, il n'y a pas de passé. C'est dans l'instantanéité que tu as l'enregistrement du passé. Mais il n'y a pas de passé. Sinon, dans le moment présent, tu ne pourrais pas fouiller dans ta mémoire. On ne serait pas dans le même temps. Connaître, cela veut dire que j'observe le verre et dans le temps, comme ma main, elle est là, 1 millième, 1 millième, 1 millième, puis encore c'est plus. Elle bouge continuellement. Et si je ne la laisse sans bouger, il y a continuellement des photons qui amènent la main à l'œil. Le temps continue à circuler sans passé, sans avenir, sans présent. Il n'y a pas de temps. Si tu observes la main sans devoir observer point par point, le mettre en mémoire, dessiner la main pour pouvoir voir la main, ça se fait très rapidement. Si tu veux voir la salle, tu es obligé d'y aller lentement. Pour pouvoir avoir le temps d'enregistrer, tu appelles ça le présent. Si tu vas vite, tu as tout vu. Mais tu n'as rien enregistré. Donc, tu peux voir à un moment donné que le temps n'existe pas et le fait d'observer quelque chose sans penser, donc sans comparer, donc sans mémoriser, la chose, elle réapparaît dans la réalité continuellement et toi, tu t'évertues à l'observer à partir du passé, de tes mémoires. Lorsque tu l'observes en même temps
dans la réalité, elle renaît continuellement dans la réalité, et toi tu renais en même temps qu'elle pour pouvoir la suivre dans sa réalité, tu nais avec, tu connais. La suite dans sa réalité sans perdre ta réalité. Oui, moi je te connais, c'est-à-dire que tu arrives ici à soir et je te prends comme tu es. Pas comme tu étais la semaine dernière, pas comme tu étais la première partie. Instantanément. Je peux donc suivre ton cheminement psychologique et peut-être même aider le cheminement. Parce que je connais. Alors, connaître, c'est ça, connaître. Merci. Peux-tu clarifier la différence entre utile, essentiel et important? Et qu'y a-t-il d'essentiel dans la vie et dans quelle catégorie places-tu le reste? Utile. Bon. Essentiel, cela veut dire que c'est l'essence même de l'expression de l'homme sur la planète. C'est essentiel. L'homme ne peut y toucher, l'homme ne peut le manipuler, l'homme ne peut rien y faire. Utile, c'est lorsque cela va aider à permettre l'expression de la chose essentielle. Vous êtes sur la planète, que vous mouriez ou c'est-à-dire que vous vous tuiez, que vous vous suicidiez, maudite affaire. Si cela arrive, automatiquement, ça ne change rien à l'essentiel, mais ça va changer les choses à l'important de ceux qui restent vivants. L'essentiel, c'est que vous vous transformez régulièrement, continuellement, tout le temps. Vous ne pouvez rien y faire. Cessez de vous transformer, vous cessez de vivre. Si vous cessez de vivre, vous continuez la transformation, mais dans un sens moins poétique. Votre corps va pourrir, vous allez être mort, puis ça continue quand même jusqu'à temps que la continuité se réexprime. Essentiel, l'évolution. L'évolution, c'est un échange. L'évolution se fait dans une relation. Donc, pour évoluer, il y a moi et il y a l'extérieur. L'évolution cesse lorsqu'il n'y a plus de moi et d'extérieur, lorsque tout ça est la même chose. Je ne suis pas tout ça. Parce que si je suis tout ça, c'est que je peux me voir comparativement à un autre extérieur. Je ne deviens pas Dieu. Parce que si je suis Dieu, c'est que des choses ne sont pas Dieu. Donc, j'ai besoin d'un miroir dans lequel je me vois la face. Alors, lorsque l'essentiel, c'est que l'homme se transforme, il évolue. Et ce n'est pas essentiel dans le sens psychologique. Ah oui, ça c'est essentiel, il faut absolument qu'on cherche ça. Non, non, ça c'est un besoin. Ça peut être une utilité, mais ce n'est pas l'essentiel que je parle. L'essentiel, c'est respirer. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous ne respirez pas, vous mourrez. C'est une chose essentielle. Mais si cette chose essentielle, comme essentielle au corps physique, la nourriture, parce que les lois qui régissent le corps physique ont besoin d'apport parce qu'il élimine. Parce qu'il y a des petits problèmes. Donc, cela est essentiel pour le corps physique. Mais ce n'est pas essentiel pour la psychologie, mais la psychologie décide que c'est essentiel. En réalité, ce n'est pas essentiel, c'est important. Pourquoi? Parce qu'elle pense que la psychologie pense qu'elle vit, que si elle a un corps physique, et elle a donc peur de ne plus exister à la mort du corps physique, donc la vie du corps physique devient essentielle dans le sens important. Mais ce n'est pas essentiel dans le sens que c'est l'essence, même de l'expression de l'énergie. Donc la chose essentielle, c'est l'évolution. Vous n'avez pas le choix. Cessez de vouloir évoluer, vous allez continuer pareil. Il n'y a rien à faire. Puis ceux qui n'évoluent pas, ils évoluent quand même. Les choses utiles, c'est tout ce qui peut aider l'expression. L'essentiel, il y a expression. Dans un corps physique, dans un corps vital, la psychologie, la matière, il y a expression. Il y a du temps, il y a de l'espace, il y a de l'expression. L'utile, ce qui va aider l'expression. Présentement, utile pour moi, une conférence. Parce que lorsque je parle, j'apprends. Il se trouve. Utile pour vous, peut-être une conférence. En écoutant, je peux apprendre aussi. C'est utile.
Mais ça ne doit pas devenir important, c'est-à-dire que, ou essentiel, on peut prendre le même mot, là. Mais moi, j'en fais une différence pour l'instant pour qu'on se comprenne. Cela ne doit pas devenir important parce que vous êtes manipulé. Vous allez de toute façon évoluer. Important, ah ben là, il y a un mot du problème. Là, vous commencez à la rechercher, puis vous commencez à exprimer d'une façon croche l'énergie qui tend à s'exprimer d'une façon droite. Vous commencez à souffrir, vous commencez à avoir peur, vous commencez à devenir des hommes et des femmes normales. Donc, l'essentiel, c'est l'essence même qui fait que l'homme est là, que la planète est là, que le système solaire est là, que notre galaxie est là, et que l'univers est là, et que les gros univers sont là, et que les super-univers sont là. Ça, c'est essentiel, c'est là, on n'a pas le choix. Alors, essentiel, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous êtes sur une Terre, ben vous n'avez pas le choix. La Terre est allée avant, vous venez au monde, les lois qui régissent la matière font que vous apparaître sur une Terre, vous n'avez pas d'aile pour voler, alors il n'y a pas de problème. L'essence, c'est que vous allez devoir exprimer quelque chose, donc expérimenter au nom de l'énergie qui vous anime. On peut appeler ça l'esprit. C'est essentiel, que vous vouliez ou non, ça se fait. Utile, ben pour permettre ça, pour agrémenter peut-être l'évolution psychologique ou l'expression de l'énergie, on bâtit un cadre. Et lorsque le cadre, ben s'il n'y en a pas, on devient fou la marde, ça devient important. Et lorsque c'est important, ben quand ça disparaît, on souffre. Votre chien, c'est important, perdez-le pas. Votre femme, votre mari, c'est important, perdez-le pas. Vos enfants, c'est important, arrêtez-les, empêchez-les de grandir. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'en aller. Tout ce qui est important, vous allez le perdre, vous allez souffrir. Alors, ce qui serait important, c'est qu'il n'y a rien d'important. Bon. Alors, les choses essentielles, vous n'avez rien à faire avec, mais vous êtes ça. Vous êtes essentiel. Essence. Utile, ben, utile automatiquement, c'est simplement ce qui vient agrémenter l'expression de l'énergie, donc c'est utile. Alors, ce serait utile d'écrire les questions. Es-tu autonome? Pouvons-nous naître autonomes, puis pouvons-nous partager l'essentiel? L'essentiel, il est partout. On ne le partage pas, il est là. L'homme, c'est vertu à ne pas le voir, c'est vertu à vouloir en accumuler un peu plus, puis c'est vertu à vouloir en ôter aux autres un peu. Mais chacun évolue. Au Bangladesh, comme ici, on évolue selon ce qu'on a évolué. Donc, on ne partage pas l'essentiel, c'est-à-dire qu'on peut partager une chose qui peut devenir essentielle pour la psychologie, mais qui, dans la réalité même, est utile. Les paniers de pommes sont utiles à ta vie. Mais est-ce que c'est essentiel que tu vives? Tu vas vivre pareil, corps par corps. Puis le corps se transforme quand même. Alors, en fin de compte, il n'y a pas d'essentiel là-dedans. Mais c'est utile. Vu que c'est utile, on peut partager. Mais si c'est important pour moi de partager, je peux partager même si tu me voles. Puis c'est important pour moi de le garder, même si ce serait utile qu'on le partage, je ne le partagerai pas. Alors, il y a une maudite bonne différence entre l'un et l'autre. Ça, je l'explique là, mais à un moment donné, gardez ces trois mots-là en tête et fouillez avec. Vous allez avoir vos propres définitions, des choses essentielles, des choses utiles, des choses importantes. L'important ne devrait jamais exister, puis l'important, c'est l'utile transformé en attache. Puis l'utile permet plus facilement l'expression de l'essentiel. Est-il essentiel d'avoir une religion? Ben, quand vous venez au monde, vous n'avez pas de couche, vous n'avez pas de religion non plus. C'est pas essentiel. Même si tu Ça peut devenir important. C'est pas essentiel. Même si tu fonctionnes avec le supramental, est-ce que tu peux quand même exprimer ta personnalité? As-tu une personnalité? Bien évidemment, j'ai une personnalité. C'est ce qui me permet, moi, d'exprimer l'énergie supramentale d'une manière différente
d'un autre conférencier qui est aussi plugué au supramental, mais qui l'exprime à sa manière à lui. Et d'un troisième conférencier qui l'exprime aussi à sa manière. Parce que je suis un canal typique, personnalisé, à ma manière, et l'énergie supramentale, ben, elle descend, je la vois, je la perçois, je la contrôle. Si je veux pas qu'elle passe, ça passera pas. Pour l'instant, en tout cas, je peux le faire. Il y a un moment donné où ce qu'on y en demande trop, puis là, elle passe pareil. Alors, je suis très personnalisé, mais je suis personnalisé dans mon astral et dans mon mental. Je n'ai pas une personnalité comme la majorité du monde pourrait l'entendre. Mais je suis moi-même, moi et moi. L'autonomie dans l'intelligence universelle individuelle, n'est-ce pas la personnalisation du supramental? La personnalisation du mental serait l'autonomie universelle individuelle et non pas supramentale. C'est-à-dire que pour être autonome du plan planétaire, le mental doit être suffisamment personnalisé pour pouvoir se relier à l'énergie supramentale. Donc, il sera relié au supramental. Le supramental est déjà autonome de la planète. Mais une partie de l'énergie supramentale a tendance à être dépendante de la planète. C'est ce qu'on appelle les êtres ou les énergies évoluantes ou descendantes qui viennent chercher l'homme qui, lui, est en phase d'évolution ou qui est en ascendance. C'est normal. Les énergies divines ont besoin de l'homme et l'homme a besoin de Dieu. Alors, le problème de Dieu, c'est un problème humain. Le problème humain, c'est un problème divin. Donc, l'énergie supérieure a besoin de l'homme, c'est pour ça qu'elle vient vers l'homme. Elle est en amour avec l'homme, c'est-à-dire qu'elle est attirée par l'homme. L'amour, c'est de l'attraction, et donc les énergies se touchent. L'autonomie réelle, c'est lorsque le mental est personnalisé, c'est-à-dire que lorsque le mental est capable d'être structuré selon son propre ajusteur de pensée, c'est-à-dire qu'il n'est pas similaire à rien de ce qui existe sur la planète. Il est personnalisé. Et moi, je suis personnalisé au niveau mental. Et évidemment, au niveau psychologique aussi. Cette partie-là du supramental qui est dévolue à la planète Terre là, comme énergie, est-ce qu'elle est personnalisée sous forme d'identité ou s'il y a une partie qui n'est pas personnalisée? Non, l'énergie supramentale, présentement, qui, comme tu dis, disons, se dévoue pour la planète Terre, n'est pas personnalisée. Il y a certaines formes d'ajusteurs de pensée qui sont, disons, une similitude entre le mental supramental ou le supramental mental qui peut être personnalisé dans certains cas, qui peut être collectif dans un autre cas, mais l'énergie supramentale n'est pas personnalisée, pas comme on pourrait l'entendre sur le plan planétaire. L'énergie mentale de la majorité de la collectivité n'est pas personnalisée, elle n'est même pas identifiée sur la majorité de la planète. Beaucoup d'êtres humains ne savent même pas qu'ils ont un mental et qu'ils ont une phase émotive. Et lorsqu'on est capable de différencier, des fois je suis intelligent, pas émotif, d'autres fois je suis émotif, et de temps en temps les deux se mélangent, j'ai un mental identifié. Peut-être qu'il n'est pas défini son identification, mais il est identifié, il sait qu'il existe. Comme votre psychologie sait qu'elle existe. On sait qu'on a des émotions, pas il tient. Mais ça, c'est l'homme psychologique qui tient à exister. Et le supramental n'a pas de personnalisation à recevoir dans le plan planétaire. La planète, un jour, aura une personnalisation à recevoir, c'est autre chose. Comment se défaire de l'emprise d'un supérieur à l'ouvrage pour qui son ego est trop puissant? Premièrement, il faut bien être sûr que c'est pas notre ego aussi qui est aussi puissant. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va faire la guerre des égos. Et on va parler d'une façon assez approfondie de ces phénomènes. Mais l'ego du supérieur, c'est quelqu'un qui a besoin de certaines choses. Donc, je ne veux pas vous montrer comment manipuler vos patrons, parce qu'il doit y avoir des patrons ici. C'est mal vu. Mais une chose qui est certaine, c'est que la première chose à faire, lorsqu'on rencontre un ego trop puissant, ben, faut arriver à étudier chez soi où sont les parties qui peuvent permettre à ces griffes de venir s'accrocher. C'est ça qu'il faut regarder.
Ton patron, juste à se présenter devant toi, te manipule déjà. C'est pas de sa faute à lui. Lui fait sa job. Lui fait ce qu'il peut faire selon son évolution. C'est un batailleur de rue, il se bataille des rues. Des fois des ruelles, des fois des maisons, mais c'est un batailleur de rue. Bon. Il se bataille. Il va se battre. Si le patron, de par sa carrure, de par sa voix, de par sa personnalité psychologique, te manipule, ben c'est à toi d'étudier dans quoi il vient fouiller pour te manipuler. C'est ça qui est important, bien avant de commencer à transformer l'égocentricité du patron, évidemment. C'est de savoir chez nous qu'est-ce qui se passe. C'est facile, votre patron va venir vous voir, il va vous parler, soyez dans l'une. Il ne vous mettra pas à porte pour ça. Soyez dans l'une, c'est-à-dire observez qu'est-ce qui se passe en vous. Elle découvrir bien des choses. Lui va t'insulter un petit peu, mais vous pouvez lui dire simplement que vous là, puis vous continuez rien là, ça paraît bien bizarre. Mais pour faire ça, il ne faut pas que vous ayez trop d'ego, hein. Sinon, vous ne pourrez pas. Fait que le problème de l'ego commence chez soi, évidemment. Regardez l'ego qui est dans votre œil avant de regarder l'ego dans l'œil de l'autre. C'est pas tout à fait ça qu'il dit, mais c'est quelque chose dans le genre. Alors, ce qui fait qu'on doit commencer par s'observer et trouver dans quelle partie de notre psychologie lui peut venir s'accrocher pour nous manipuler. Travail qu'il faut faire. Qui est le plus autonome entre Joe qui reste dans le centre-ville et qui prend le métro tous les matins et Alphonse qui reste sur le top d'une montagne et qui mange le pain qu'il a fait lui-même? Si Alphonse ne peut pas vivre dans la ville sans être malheureux, il n'est pas autonome. Puis si Joe ne peut pas vivre sans montagne sans manquer de métro, il n'est pas autonome. Est-ce que celui qui dort pendant la conférence est autonome? Chose qui est certaine, c'est que moi je le suis. Le nouveau-né est-il autonome? Le nouveau-né n'est pas autonome. Cette psychologie a besoin de la mère. Les pleurs ne sont pas créés par le corps physique. Le gargouillement stomacal peut être créé par le corps physique. La captation par la psychologie du stimulus gastrique va susciter chez lui une peur psychologique. Et automatiquement, il va émettre cette peur en pleurs, en gigotement non contrôlé. Il n'est pas autonome. Et il apprendra dans l'éducation à devenir de moins en moins autonome pour faire un bon citoyen. Donc, je ne vais pas trop en dire non plus, mais... Est-il vrai que rien ni personne ne peut être totalement autonome parce que aussitôt que tu dois utiliser quelque chose dans l'univers pour expérimenter, tu en deviens automatiquement dépendant? Voilà. C'est la différence entre l'important, l'utile et l'essentiel. Lorsque tu dois te servir de quelque chose dans l'univers, tu n'en es pas indépendant, tu t'en sers. Et lorsque cette chose ne veut plus te servir, ne peut plus te servir, et que là, tu la recherches encore, là, effectivement, tu l'as transformé, non plus en chose utile, mais en besoin. Et si tu es en panique, c'est en chose que tu appelles essentielle, c'est-à-dire que c'est devenu important. Alors, moi, je vais me servir de différentes choses pour apprendre, pour pouvoir exprimer, pour pouvoir mieux me transformer. La chose disparaît, ben mon évolution ne change pas. Juste par le fait qu'elle est disparue, je continue à me transformer. Alors donc, si tu te sers de quelque chose dans l'univers, c'est quelque chose d'utile. Mais si la chose ne te sert pas, ou ne veut plus, ou ne peut plus te servir, si ça ne te dérange pas, tu n'as jamais été dépendant de quoi que ce soit. Quand tu es dans l'univers, il y aura toujours un univers pour te servir. Donc, tu ne manqueras jamais de rien. On parle des choses essentielles, on parle d'évolution, tu ne manqueras jamais de rien pour évoluer. Toi, tu ne manqueras jamais de rien pour plaire à ta psychologie. Ça, c'est autre chose. Là, tu vas manquer de tout pour plaire à ta psychologie. Là, il faut que tu travailles, il faut que tu bâtisses, il faut que tu fasses bien des affaires. Mais pour évoluer, l'univers est là. Tu es dans l'univers, tu es une partie intégrale de l'univers. Donc, tu n'es pas dépendant de l'univers, tu es une partie de l'univers. Tu es l'univers. Et tu te sers, parce que c'est utile, de l'extérieur, qui est l'univers, pour pouvoir parfaire certaines choses.
Lorsque la chose disparaît, ben, tu t'en fous. Tu as besoin d'arbres pour apprendre quand il n'y a plus d'arbres. Ben, comment pas taper ces troncs qui sont couchés, change de formule. Alors, tu as besoin d'une religion. À un moment donné, tu découvres que ce dans quoi tu étais, mais ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune panique. Change. Puis quand tu auras fait 15 religions, 15 sectes, 15 écoles traditionnelles, 15 conférenciers, ben, à un moment donné, tu vas finir par faire quelque chose. Mais si tu dois attacher de l'importance, tu dois dépendre. Oh, mon conférencier est en vacances. Qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a acheté toutes ses cassettes. Bon, ben ça, automatiquement, c'est l'utile est devenu important. Puis là, t'es fourré. T'es fait. Parce que tu peux plus arriver à faire réellement ce que tu aurais à faire, t'es manipulé. Alors ça, faut pas. Donc, si tu te sers de quelque chose dans l'univers, c'est une chose utile, sers-toi-en. Tout est là pour qu'on s'en serve. Pas pour qu'on le possède puis qu'on le garde. L'autre aussi notre besoin de temps en temps. On s'en sert. Quand c'est plus utile, on le garde pas au cas qu'on en aurait besoin. Bien évidemment, c'est sûr que si tout le monde le garde au cas qu'il en aurait besoin, c'est mieux de pas regarder tout aussi un peu. Mais si, à un moment donné, de toute façon, l'univers s'organise de toute façon pour donner à l'homme des choses qui disparaissent d'eux autres mêmes. Ton auto est nécessaire pour évoluer, puis à un moment donné, tout rouiller. Tu continues à évoluer, mais pas comme tu veux évoluer. C'est normal, c'est pas toi qui régis l'évolution c'est essentiel. Donc, on n'est pas dépendant de quoi que ce soit, sauf si ça devient important, si ça devient un besoin, là on commence à s'attacher. Puis je vous ferai remarquer que jamais une chose à l'extérieur va vous attacher. C'est toujours vous autres qui allez vous attacher. Qu'arrive-t-il lorsque tout le monde est autonome, le corps n'existe plus? On reverra cette question-là quand tout le monde sera autonome. Y a-t-il une différence entre l'évolution et la conscientisation? La conscientisation, disons que si on veut prendre les termes tels qu'ils sont compris par la masse évoluante, l'évolution, c'est que lorsqu'on a l'illusion de se conscientiser, et la conscientisation, c'est lorsque l'on comprend l'évolution. Donc, j'évolue, je me sens mieux. Mais quand je me conscientise, je me sens pas mieux. Je me sens mal. C'est même dur de se conscientiser parce que là, on comprend tous les déboires qui nous ont manipulés. On comprend tout ce qu'on croyait éternel, solide et vrai, est faux. Et lorsqu'on commence la conscientisation, on n'a pas le choix, on est obligé de continuer. On est bien mal pris. Lorsqu'on évolue, on peut prendre des breaks. Lorsqu'on se conscientise, on ne peut jamais apprendre parce que le mental a commencé à se réveiller. Le mental ne souffre pas. Seule la psychologie astrale va souffrir. Donc, je ne veux plus me conscientiser. Tu regardes quelque chose, le mental fait une relation, tu découvres encore quelque chose. Je me conscientise tout le temps. L'évolution telle qu'elle est enseignée, faut que tu fasses telle affaire, même si tu ne comprends pas, tu évolues, c'est une illusion de te conscientiser. C'est une illusion. Dans la réalité même de ton évolution spirituelle, tu as une évolution authentique qui t'amène vers la conscientisation, mais c'est inconscient chez toi encore. Donc, tel qu'on l'emploie, c'est sûr que si on veut prendre les termes ésotériques de l'évolution et de la conscientisation, c'est la même chose. Mais tel que l'évolution est écrite dans les livres, tel qu'on l'enseigne, tel qu'on le distribue un peu partout, l'évolution, c'est une illusion. Viens me voir, tu n'es plus évolué. Ou encore, l'évolution, c'est du snobisme. Alors, moi, je suis plus évolué qu'un tel. Alors, moi, je connais la réincarnation, je suis même plus évolué. Toi, tu crois pas à ça, puis que tu es bâtard, tu n'es même pas évolué. Mais tu crois à la réincarnation, tu es peut-être plus évolué. Mais tu n'en comprends pas le mécanisme, tu n'es pas plus conscientisé. Fait que dans l'évolution des évolués, il n'y a pas nécessairement des conscientisés. Puis quand tu commences à te conscientiser, c'est lorsque tu commences à comprendre des mécanismes. Puis tu commences à vouloir comprendre des mécanismes, pas y croire.
Et là, tu sais ce que tu sais ce que tu ne sais pas, puis tu sais ce que tu penses savoir. Puis tu peux douter de tout ça. Et lorsque tu évolues, selon ce qu'on enseigne normalement, tu ne doutes pas, faut pas que tu doutes, tu y vas, tu apprends des choses, tout ce qui vibre avec ton émotivité, tout ce qui vibre avec ton énergie émotive, ben c'est bon, ça te permet d'évoluer. La paix, ça permet d'évoluer. Les fleurs, ça permet d'évoluer. Mais tu n'évolues pas. Tu connais rien. Tu as l'illusion. Et à un moment donné, quand il arrive une catastrophe, l'évoluer, il tombe en bas comme tout le monde. Le conscientiser, ben, il comprend les mécanismes, donc il va éliminer les mécanismes qui le ralentissent. Entre la conscientisation, c'est lorsque tu prends conscience d'un mécanisme. Prendre conscience d'un mécanisme, ce n'est pas l'apprendre, ce n'est pas croire l'avoir compris. Se conscientiser, cela veut dire que vous vous êtes conscientisé à une chose lorsque vous pouvez exprimer la chose. Je suis conscientisé à j'ai appris et j'évolue et puis je fume encore, c'est une chose. Je peux être conscientisé et fumer encore. Mais lorsque ma conscientisation me fait prendre conscience de la cigarette, je ne fume plus. Et je n'ai pas besoin, comme l'être évolué qui découvre le danger de la cigarette, de devoir lutter contre la cigarette. La personne qui se conscientise, à un moment donné, il y a des mécanismes en dedans d'elle qui vont faire qu'elle va comprendre certaines choses. Chaque cellule va le comprendre. Ça disparaît immédiatement. L'évolué va l'apprendre, va y croire, va l'accréditer, va nourrir la pensée, va être positif, mais il faut qu'il lutte continuellement. Là, je prends encore le terme de l'évolution tel qu'on le sert dans les livres ésotériques, dans les livres religieux et un peu partout. Alors, il y a une maudite différence entre la conscientisation et l'évolution. On évolue par la foi, on se conscientise par la compréhension, par l'anti-foi. Je ne crois pas à rien, je veux comprendre. Si je crois que tout se peut et que tout se peut pas. Que je crois. Je crois à ça, pas d'autre chose. Mais j'essaie de comprendre. Et lorsque je comprends, je finis par savoir que ça, c'est vrai. Et lorsque je me conscientise plus, je découvre que ça, c'est vrai, mais que c'est faux. Que tout est relatif. Je ne peux pas rien que l'apprendre, je le sais. Je le vois comment c'est relatif. Alors, il y a une bonne différence. Maudite bonne différence. Ici, c'est juste une réflexion. Là. Tout devrait être utile et jamais essentiel. Si essentiel, on le prend par le terme important, c'est évident. Si c'est utile, vous ne souffrirez plus jamais. Si c'est important, vous allez souffrir tout le temps. Alors donc, tout ne devrait pas être utile, mais tout est utile. Il n'y a rien d'important. Il n'y a d'important que dans la psychologie de l'homme qui attache de l'énergie à la conservation d'une mémoire, d'une forme. J'aime mon verre, je veux le garder en mémoire. Ma mémoire s'efface, j'ai besoin de mon verre pour de temps en temps pouvoir le regarder et le trouver beau. Comme un enfant, comme une peinture, comme n'importe quoi. Donc, j'ai besoin de ma mémoire pour continuer à vivre l'émotion de conserver la chose. Lorsque je perds un être qui m'amenait des choses, je peux plus rien faire. Fait qu'une photo, c'est pas aussi bon, donc je souffre. Donc, toutes les choses ne devraient pas être utiles, elles sont utiles. Mais elles ne devraient jamais être importantes, c'est évident. Puis, c'est toujours l'homme psychologique qui va déterminer que c'est important. Ah oui, mais si tu fais plus de conférences, on peut plus. Oui, on va évoluer autant que j'en fasse que j'en fasse pas. C'est pas vrai. Quand j'en fais, il se trouve que certaines personnes viennent, il se passe des choses dans leur tête, comme dans la mienne, comme dans la salle. Mais c'est pas parce qu'une personne vient me voir qu'elle va évoluer plus. Elle vient me voir parce qu'elle est dans un contexte énergétique où l'énergie que je vais amener va la transformer. Mais ça n'a pas rapport à moi, ça a rapport à elle. Si le réceptacle n'est pas prêt à recevoir, c'est pas celui qui donne qui transforme, c'est celui qui reçoit. Qui sait manier le derrière pour arriver jusqu'à un événement, et l'événement le transforme. Si c'est un conférencier qui te transforme, tu vas trouver qu'il est bon. Mais si c'est un ton qui vient te piquer sur une fesse qui te transforme, tu trouves pas bon. Et il s'est passé la même affaire. Il ne devrait pas avoir plus d'attachement pour l'un que pour l'autre. Et tant que c'est intelligent de te faire piquer, tu te fais piquer. Tant que c'est intelligent d'aller à une conférence, tu vas à une conférence. Mais si ça devient important,
mais là, commence à penser que peut-être qu'il faudrait que tu changes quelque chose. Là. Pas nécessairement de conférence, peut-être prendre un break, ou, dépendant du conférencier, aller y avouer que tu commences à avoir besoin de ces conférences. Si c'est mon cas, fais-moi confiance, on ne viendrait pas dans un bout de temps. Mais les choses sont toujours utiles, puis jamais elles doivent devenir importantes. On est dépendant. Être autonome, c'est être indépendant. Et être indépendant, pas dans le sens psychologique qui veut dire se foutre, mais qui veut dire ne pas dépendre. J'ai besoin de toi, non, mais tu es utile en maudit en conférence. De temps en temps, en tout cas. Mais je souffre pas que tu ne sois pas. Psychologiquement, je peux vivre certaines choses, mais jamais cette psychologie imbécile va vouloir me dire « Ouais, mais il n'est pas là à soir, c'est le fun quand il est là. » Elle ne viendra pas t'arrêter. Par contre, si tu es là, c'est le fun, il est là. Ça, je peux le permettre. Mais si tu n'es pas là, mais il n'est pas là. Ça paraît jamais dans ma tête, parce que mon mental ne le permet pas. J'ai des émotions, mais jamais elles viennent colorer mon mental, jamais elles viennent me perturber moi. Et quand je parle de moi, je suis un être mental et non pas un être psychologique, et la majorité du monde sont des êtres psychologiques. D'ailleurs, on les éduque à être psychologiques. OK. Tu as répondu en partie à l'autre question. Une personne qui suit un PMC, qui ne se transforme, en tout cas je vais l'exprimer comme ça, il ne se transformerait pas ou n'arriverait pas à être plus efficace dans son expression, est-ce que l'éducateur, en fait, serait en mesure ou lui dirait? Bon, une personne qui suit un PMC, programme de contrôleur, qui ne se transforme pas, c'est simplement parce qu'elle ne voit pas sa transformation. Tu n'as pas besoin de suivre un PMC pour te transformer, tu te transformes que tu le veux ou pas. À un moment donné, si ton cadre énergétique fait que dans un cours comme le PMC ou dans n'importe quel autre cours, tu peux exprimer mieux, apprendre plus, c'est-à-dire que tout fait que l'énergie est en résonance, tu vas apprendre. Mais ça ne veut pas dire que ta psychologie dans l'instantanéité va voir la transformation, parce que ça dépend à quoi elle s'attend, ta psychologie. Si elle s'attend qu'après le PMC2, tu puisses voler des airs, ben elle va chercher la transformation pendant 15 ans. Mais si elle s'attend qu'après le PMC2, que tu saches une chose ou deux de plus, ben elle peut être mauditement contente. Sa psychologie, c'est qu'il cherche à voir l'évolution. Le corps physique n'est pas toujours en train de se photographier pour voir s'il grandit. C'est la psychologie qui veut voir la différence. Mais le corps physique évolue pareil, même s'il ne sait pas. Ta psychologie a besoin de voir pour pouvoir se dire « Ah ben je me suis pas fait avoir, ah ben je suis intelligent ». Elle a toujours besoin d'un cadre extérieur pour décider d'elle-même. À un moment donné, l'homme doit être capable mentalement de savoir s'il est bon ou pas bon à partir de lui, pas à partir de l'extérieur. Donc, la personne se transforme, veut pas. Et évidemment, si elle veut, de par sa psychologie, avoir une grande transformation, ben elle doit aussi, ça dépend à quel niveau de PMC elle est rendue. Au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, etc. Alors, ça dépend de bien des choses. Et l'éducateur va lui dire quoi? Elle se transforme. L'éducateur ne va pas lui dire qu'elle ne se transforme pas, elle se transforme. Par contre, elle doit prendre le temps d'attendre. C'est-à-dire que l'homme psychologique qui vise un but, qui paye pour avoir le but, ben il se croit en droit d'avoir le but. Mais tu vas l'avoir le but, mais il faut que tu payes en masse pour. Si tu as passé 20 ans de ta vie à gaspiller des énergies, il faut que tu en mettes des énergies pour réavoir ce que tu voulais avoir. C'est pas parce que tu penses, toi, que X dollars, c'est suffisant. Et tu as gaspillé combien d'années? Parce que calcule combien c'est en énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Bon, alors, là, ça dépend de l'être psychologique, mais c'est évident qu'il se transforme régulièrement, et dépendant de son état, et dépendant du coup où elle est rendue, ben évidemment, on peut voir des transformations. Mais il se trouve que jusqu'à date, dans le PMC, ceux qui voient des transformations n'ont pas vu celles qu'ils attendaient. Ils en ont vu des grosses, des maudites, il y en a même qui commencent à avoir peur, parce qu'ils se transforment bien plus vite qu'ils pensaient, ils ne croyaient pas à ça. Puis ça, c'est une affaire bien normale. Vous voulez ouvrir une porte parce qu'il y a l'évolution là de bord, mais vous avez peur de l'ouvrir. Je le dis souvent avec, tout le monde prie pour rencontrer Dieu, mais quand il va le voir, Dieu, il va être le premier de sacrer son camp. Il va avoir peur. Alors c'est normal.
Vous voulez marcher sur l'eau? Bon, vous amenez mon frère marcher sur l'eau. Vous ne dormirez plus pendant un mois. Bon, mais c'est normal. Mais la personne, elle doit attendre, il y a plusieurs choses qui se passent, mais c'est juste sa psychologie qui recherche à voir. Et la psychologie, ben, ça dépend de quels critères elle a parti. C'est relatif en mot-à-dit, la psychologie. C'est bon pour une dernière question. Dernière question. Un bébé est autonome, ça t'en as parlé un petit peu dans ses... Pas autonome. Ouais, c'est ça. T'en as pas parlé dans ce sens-là. Ouais. Un bébé est autonome, je continue la vie telle quelle, dans ses expériences vis-à-vis son évolution. Le fait de lui interdire certaines choses afin de le protéger de dangers éventuels, peut-il... Le bébé est autonome comme ça. Non, autonome. Mais non. Okay. Comme la question le dit, est autonome. Je vais en finir, pareil. Oui, finis là. Peut-il venir à nuire à son autonomie antérieure, porter à se fier, exemple, à sa mère avant de tenter quelque chose? On l'a vu dans l'éducation, on l'a vu dans plusieurs conférences, la conception de l'enfant, l'éducation, etc., que les parents devraient éduquer leurs enfants à ne jamais dépendre des parents. Donc, on éduque l'enfant à être intelligent et non pas à être psychologique. Alors, donc, l'enfant ne s'ennuie jamais de sa mère ou de son père. Son père ne s'ennuie jamais de ses enfants non plus. Ils vont s'aimer autant, mais l'enfant ne broyera pas quand le parent n'est pas là. C'est bien ça qui va se passer. L'enfant n'aura pas peur d'aller à l'école en première année parce qu'il ne connaît pas personne, sa mère n'est pas là, puis dans un cadre tout à fait nouveau. Mais on les éduque comme ça parce qu'on veut les manipuler, parce qu'on les aime. Hein, on veut les garder. Bon. Alors, ce qui fait que l'enfant, l'être humain est autonome, c'est-à-dire que veut pas, il évolue. L'enfant, où il devient dépendant, c'est lorsqu'on l'éduque, justement, à... Pour éduquer un enfant convenablement, il faut quasiment être brutal. Quand je dis brutal, pas avec l'enfant, par rapport aux voisins. Les voisins vont trouver qu'on est brutal. Mais nous autres, on n'est pas brutal, on est intelligent. Tu sais, le père qui est riche à millions, ben son fils, il perd plusieurs compagnies. Son fils, il veut l'éduquer. Ben, il commence au bas de l'échelle, puis il va peut-être partir un peu plus. Pas parce que son père est cochon, parce qu'il est avare. Mais parce que s'il donne tout l'argent, le fils n'a jamais rien compris à rien. Lui, il risque de maganer les employés comme jamais personne ne l'aura fait. Il risque de tout dilapider, il n'y a pas de valeur dans rien. Puis l'enfant dépend juste de l'argent. Quand l'argent n'est plus là, il souffre. Si tu veux éduquer convenablement, ben tu n'es pas là pour essayer d'empêcher tes enfants de vivre ce que tu as vécu. Crème, tu es devenu brillant comme que tu es parce que tu as vécu les choses. Tu empêches ton enfant de vivre toutes ces choses-là, tu le rends complètement imbécile. Puis ça arrive fréquemment que l'enfant apprend. On dit à l'école, on nous montre à faire quelque chose, mais on ne montre pas aux enfants à vivre. Les parents le montrent-tu à vivre aux enfants? Ben non, on fait tout pour pas leur montrer à vivre. Pour les rendre dépendants de la famille, de la société et de tout ce qui est instauré. Alors, ben, ça n'a rien à broyer qu'on ne nous montre pas à vivre à l'école. Ben merde, même si c'est un étudiant, apprends-le à vivre, toi. Puis montre-le aux autres. Tu sais, remettre la faute sur le dos des autres. Tu apprends à être dépendant, et ça, c'est le problème. L'enfant devrait être éduqué d'une façon à être indépendant. Et ça n'a pas rapport avec le fait d'aimer ou pas. Ouais, mais s'il vient puis me voir, je l'aime, mon enfant. Ben oui, tu l'aimes, comme un amour humain, tout à fait normal. Tu es prêt à le tuer même tellement tu l'aimes. Du moment qu'il peut venir susciter en toi les vibrations d'amour, ça va bien. Quand il le fait pas, ah là, tu comprends plus, puis là, tu es en maudit, puis là, tu gueules. Tu sais, quand il rentre chez vous, les cheveux verts avec des clous dedans, ça suscite pas dans ta psychologie l'amour. Ben là, tu es en maudit contre ton enfant. C'est pour ça que tu es en maudit contre ton enfant. Mais quand il rentre tout bien organisé comme t'aimes bien, là, ben là, ça suscite ton affaire dans ton émotion, puis là, tu l'aimes, ton enfant, et qu'il y a un fini qui est fait. Mais c'est ça l'évolution qu'on donne à nos enfants. Faut les bâtir pour qu'ils suscitent en nous ce qu'on veut. C'est ça l'amour humain, l'amour psychologique. Alors, si on aime l'enfant, on l'aime de manière mentale, on est intelligent. Il va expérimenter, il va faire son cheminement. S'il meurt, il va mourir pareil, c'est tout. Bon, puis il risque de vivre mauditement mieux s'il survit. Puis il va survivre, le cadre n'est pas si dur que ça. Vois-tu, une personne qui, normalement, quitte l'école assez rapidement, puis ça c'est drôle à dire, la majorité de ceux qui quittent l'école assez rapidement, qui sont brillants,
vont engager les universitaires qui sortent de l'école après. Hey, on s'est déjà connu le secondaire, moi je vais lâcher le secondaire 5 ans, j'ai une job pour toi. T'es diplômé en quoi, là? Bon, viens-t'en. Ça arrive souvent, ça. Mais de plus en plus, vu qu'il n'y a plus de travail, évidemment, celui qui lâche l'école, au lieu d'apprendre à vivre, il apprend à s'organiser pour avoir de plus des autres. Mais on apprend et on ne devrait jamais, jamais, jamais éduquer en fonction d'assujettir. C'est ce qu'on fait. Parce qu'on est assujetti à nos enfants. Ils sont importants pour nous. L'importance amène des gros problèmes qui restent importants encore pour la société. C'est ce qui permet de former un égrégore de collectivité. En gang, c'est moins pire. Puis tout seul, c'est terrible. Mais l'homme doit assumer sa solitude, l'homme doit être autonome. Ton enfant, tu l'éduques parce que c'est intelligent. Il va t'aimer s'il apprend à être intelligent. C'est-à-dire qu'il ne t'amènera pas nécessairement toutes les vibrations bien émotives que tu aimes bien quand tu le vois arriver. Sauf qu'il, plus tard, il va être une autre personne intelligente qui va aider à l'évolution de tout ce qu'il a à faire. Mais psychologiquement, comme on les éduque là, il y a des grosses lacunes. Je pense que c'est bien évident. Tu as le temps pour une autre question? Comme ça. Ouf, une demi. Oh, ça sera long. Pose-la, mais je ne vais pas t'en répondre, mais tu as le temps de la poser. OK, il se passe là. Ben, il y a le secteur que tu n'as pas touché dans l'autonomie, c'est l'autonomie dans le couple. Mais là, ça sera long. Ben, l'autonomie dans le couple, on l'a vu souvent dans les raisons occultes de l'amour. On parlait de l'amour psychologique, justement. Dans le couple, tu es autonome, ça veut dire que, comme j'expliquais aussi la semaine dernière, je pense, c'est que c'est pas parce que tu faisais telle affaire dans ta vie que l'autre faisait telle affaire dans sa vie, vous vous rencontrez, tu ne peux plus rien faire, puis l'autre ne peut plus rien faire. Tu faisais du sport, tu faisais telle affaire, tu rencontres quelqu'un, ben vous devez faire la même affaire. Sinon, là, il n'y a plus d'autonomie. Puis quand le couple se sépare, ça ne dérange rien. Une rencontre, c'est le début d'une séparation. Être mortuaire, ben non légal ou ben non illégal, mais en tout cas, c'est pareil. Alors, ce qui fait que dans le couple, il ne devrait pas y avoir